Donc bonjour, me présenter, je sais pas, je suis un chercheur à l'université Paris 8 et je travaille sur à la fois la question des inégalités scolaires, notamment dans les apprentissages, mais aussi dans le rapport plus global à l'école et sur l'évolution des formes de savoir et de culture qui sont travaillées à l'école. Et je vais peut-être partir de ce dernier point. Parce que sur les questions qui ont été posées là-dedans, c'est pas micro-trottoir puisque c'est pas sur le micro, mais enfin bon, je sais pas comment on va l'appeler. Mais il me semble qu'il y a une question sur tous capables et quelle mission pour l'école, à laquelle les gens interviewés ont beaucoup répondu et c'est normal, sur à quelles conditions, pourquoi faire, etc. Et peut-être que je voudrais insister 2 secondes sur un truc qui a été moins développé, c'est tous capables de quoi faire. Hein. Donc il a beaucoup été dit, et c'est normal, former des citoyens, former des adultes, éventuellement des travailleurs qui ne soient pas que des employables. Mais il me semble que le débat sur l'école est aujourd'hui beaucoup enfermé dans un débat dans une temporalité limitée. Et on oublie souvent que l'école, elle forme des gens à vivre dans une société qui n'est pas celle d'aujourd'hui, qui est celle de dans 10, 15, 20, 30 ans. Et il y a, donc je n'ai pas le temps de développer en détail, mais je peux y revenir si vous voulez, mais il me semble qu'il faut bien prendre conscience que le monde qui sera celui de 2020, 2030, 2040, dans lequel vont vivre les enfants auxquels on enseigne aujourd'hui, ne sera plus le même que celui des années 50. Notamment, les postes de travail, comme la vie citoyenne, mettront en jeu, seront modelés par des connaissances plus complexes, de haut niveau. Et ça se ressent dans l'évolution des programmes, alors qui sont en partie critiquables, mais en même temps qui montrent une tendance. Il y a quelques décennies, on enseignait la vie du temps de Louis XIV en cours moyen à apprendre par cœur et à réciter. Aujourd'hui, en cours moyen, on enseigne l'absolutisme comme système sociopolitique. Et cette abstraction, on demande en plus aux élèves de pas seulement la retenir et la réciter, mais on demande de s'en saisir, de savoir la dégager par eux-mêmes, de savoir la réinvestir dans d'autres types de connaissances, la comparer avec d'autres périodes. Et cette évolution, elle se retrouve dans toutes les disciplines. En sciences, on a enseigné, si je prends quelques exemples que j'ai en tête, qu'on travaille avec des collègues, le scarabée à réciter une page sur les 3 parties du corps, etc. Aujourd'hui, on enseigne des choses bien plus compliquées sur les catégories de classement, sur l'observation, demander aux élèves de réfléchir. Et si on ne cerne pas ça, je crois qu'il nous manque un truc pour dire est-ce que les élèves sont capables? Mais capables de quoi? Et le piège du socle commun, le piège du débat dans lequel nos gouvernants veulent enfermer le débat, c'est de donner un miroir déformé de ce qu'était l'école des années 50. Et dire, le petit niveau bien maîtrisé du certificat d'études primaires, il était, regardez, bien suffisant pour vivre dans la société. Ben oui, mais dans la société d'il y a 50 ans. Et il ne le sera plus pour vivre dans la société qui sera celle de 2030-2040. Et là-dessus, ça me semble un élément fondamental parce que sinon, on est aveugle. On est aveugle sur les missions, les défis que doit relever l'école. Elle doit former tous les citoyens, tous les futurs citoyens, à avoir une réflexion de surplomb sur ce qu'on fait et pas seulement obéir, pas seulement réciter. De la réflexivité, de la distance, se demander quand on est en train de faire un exercice, quel est le savoir qui est en jeu, pourquoi faire. Et est-ce que tous en sont capables? A priori, oui, mais pas à n'importe quelle condition pour le coup. Je ne vais pas refaire le long historique des recherches en éducation qui montrent qu'il n'y a pas de fatalité, qui montrent qu'il n'y a pas de handicap socioculturel au sens où les élèves qui viendraient de milieux familiaux populaires seraient condamnés à échouer, sauf qu'il y a des inégalités sociales de réussite scolaire quand l'école ne se voit pas dotée des conditions pour permettre à tous de se familiariser avec ce type de savoir de haut niveau, avec les exigences complexes. Et là-dessus, il me semble qu'on ne peut pas dire l'école peut ou pas
enseigner. Si on ne pose pas la question, enseigner quoi? Et il me semble que si on veut préparer tous les adultes à vivre dans le monde dans lequel ils vont vivre, la question des défis de contenu doit être au cœur de la question quelle école on veut, pour qui, et est-ce que tous en sont capables. Donc oui, il faut enseigner à tous des choses de haut niveau. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, ça pose un décor qui est tout à fait différent. Parce que ce qu'on demande à l'école, c'est pas seulement le défi de la massification, de la démocratisation, qui consistait à dire on fait accéder toute une classe d'âge au niveau d'enseignement qui était autrefois réservé aux enfants de la bourgeoisie il y a 60 ans, et à une petite fraction de boursiers. Ça veut dire qu'il faut faire accéder toute une classe d'âge à se confronter à des niveaux d'exigence qui sont beaucoup plus compliqués. Donc, de ça, qu'est-ce qu'on en fait? On a des gouvernants qui, dans la lignée des choix stratégiques de l'OCDE, de l'Europe, etc., on dit, on fractionne en deux, une partie des élèves, la moitié qu'on prédestine à aller jusqu'à Bac plus 3, qui n'est pas un vrai Bac plus 3, je pense qu'on aura le temps d'en parler avec les collègues du supérieur, une licence déconnectée de la recherche rapprochée du lycée, et on envoie la moitié des élèves là-dedans, et l'autre moitié des élèves, dès le plus jeune âge, on les sélectionne ou on les élimine à l'envers pour les mettre dans des écoles du socle commun où on ne vise que le minimum. Et il me semble que c'est faire le choix, dès le plus jeune âge, de distinguer dans le programme ce qu'on enseigne à tous, juste un minimum, et ce qu'on enseigne qu'à quelques-uns, un peu plus, c'est faire le choix de ne pas préparer tous les élèves, tous les futurs adultes, à vivre dans le monde dans lequel ils vont vivre. Sauf que ça a au moins le mérite d'être une réponse défaitiste, mais une réponse face à la question comment on fait face à une société dans laquelle les savoirs vont croissant. Et on a une population qui, dans ce pays, je ne cesse de le répéter, contrairement à l'idéologie qui aurait une grande classe moyenne, youpla boum, les chiffres du ministère de l'Éducation donnent la chose suivante au niveau collège, puisque pour le niveau élémentaire, il y a grève administrative des profs d'école, que je comprends, mais en tant que chercheur, en même temps, on n'a pas les données. Donc pour le collège, on sait que le chef de famille, c'est un indicateur grossier, donne ouvriers, employés, paysans, agriculteurs, on dit maintenant, et sans activité, chômeurs n'ayant jamais travaillé, ça donne 57% de la population, plus 4% de non-réponses qui, à mon avis, peuvent être rangés là-dedans. Ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des mômes qui, à la maison, ont des adultes qui, ce n'est pas vrai, vont pouvoir dire « Ah, mais on te fait étudier, là, tu as une leçon de 6 chapitres, 12 tartines entières, dans laquelle les 2 premières pages sur 12 sont sur les Vikings. » Mais au fond, oui, c'est important de savoir qu'un drakkar se dit au pluriel des drekis, ça a une importance. Mais la chose fondamentale en cours moyen 1, c'est de comprendre que l'invasion des Normands, dans ce chapitre-là, ça n'est pas dit explicitement, prend sa place parce que c'est un symptôme de l'affaiblissement du pouvoir central, de la royauté. Et du coup, voilà, ça, si c'est pas fait en classe, ça n'est pas vrai que dans toutes les familles, on va pouvoir connecter l'importance de chacun des éléments étudiés séparément. Or, de plus en plus, l'école demande à mettre en relation des choses hétéroclites, des choses hétérogènes, des savoirs, plein d'informations dont il faut dégager l'essentiel, et on est interrogé sur l'essentiel. Et ça, je crois qu'il y a besoin de lieux, de réflexion, de formation, donc des moyens, du temps dégagé des classes, pour que les enseignants puissent prendre le recul de ce qui est essentiel, ce qui est accessoire, de type d'activité intellectuelle qu'on exige des enfants. Je suis assez sidéré de voir des choses très récurrentes, et il ne faut pas blâmer les collègues, il faut donner des outils pour travailler, parce que c'est tellement récurrent que ça en devient inquiétant. Leçon d'histoire, je suis sur l'histoire là, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais leçon d'histoire en CE2, pendant des semaines on va étudier la préhistoire, puisque c'est le programme. Et à chacun, on va étudier l'homo habilis, l'homme de Néandertal. En plus, je les confonds, je ne les dis jamais dans l'ordre. Et sur chacun, on met une représentation de la silhouette de la période concernée. Donc l'homo machin, il est plus ou moins redressé, il est plus ou moins voûté, le crâne plus gros, etc. Donc ce qui, dans la leçon, apparaît comme une illustration du tout le texte, le jour de l'interro, les gamins se trouvent confrontés à toutes les images qu'ils ont vues,
met la légende et remet-les dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que ce qui avait valeur illustrative se trouve objet d'interrogation. Et les gamins se trouvent souvent dans une situation où on les interroge sur une activité intellectuelle qui n'était pas celle sur laquelle ils se sont entraînés, qu'ils ont étudié. Et je crois que ça, soit on en fait un truc simpliste, les enseignants, blablabla, comme font nos gouvernants, et du coup on exhorte à la performance éducative, soit on l'interroge comme un objet de travail. Oui, on demande des choses plus difficiles. On ne demande pas de réciter que l'homme de Néandertal, tatati et tatata. Voilà. On demande d'observer, de penser, d'avoir une pensée de surplomb, de réfléchir, de comparer des documents, de savoir tirer des conclusions par soi-même. Mais si c'est ça l'enjeu pour préparer les hommes et les femmes de demain, comment on donne les moyens à l'école de fournir aux enseignants des lieux, des outils, des espaces de confrontation, des espaces de réflexion pour travailler ça. Et voilà, les choix qui sont faits politiquement aujourd'hui majoritairement au sommet de ce pays sont de dire on ne prépare pas tous les enfants à faire ça, donc il n'y a pas besoin de trop de moyens pour la formation en cascade, mais les moyens, ils sont raccordés à des objectifs, ce n'est pas des moyens pour des moyens. Si on fait d'autres choix, tous capables, oui, mais certainement pas n'importe quelle condition de moyens, ni de méthode, ni de choix, ni de matériaux, et peut-être que tant qu'on laissera aussi les manuels au marché, il y aura des choses à réfléchir sur les contenus.